Les gens pensent que l'industrie de l'influence, c'est de générer des vues. Tu vois, moi, C'est vrai. je vois pas à quel moment tu peux être fier de dire j'ai fait 1 million, 1 milliard de vues. La vue n'a aucune valeur. Le client qui vient avec son besoin, il n'a pas un problème de célébrité ou un problème d'influenceur ou un problème de TikToker, un problème de UGC. Il a un problème de réputation. Il a un problème de vente. Bienvenue dans Brandzone, le média des leaders et des créateurs qui construisent l'influence d'aujourd'hui. Entre stratégie, culture et business, on analyse celles et ceux qui captent l'attention et la transforment en impact. Bonjour, dans Brandzone, aujourd'hui on reçoit Olivier Billon, donc tu es le fondateur et le patron du coup de l'agence Icon. Bienvenue, on est ravis de te recevoir. Bonjour. Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de ton parcours, parce que tu diriges aujourd'hui une agence qui est assez folle. Donc je veux bien que tu nous racontes déjà un peu comment tu es arrivé à créer Icon et que tu nous racontes un peu ce que c'est Icon. Écoute, le parcours, il est très simple. Études, L'Oréal rapidement. Et puis, je me suis lancé à 23, 24 ans dans l'aventure Icône. Et je suis resté focus là-dessus. Ça fait 17 ans Mhm. que j'ai monté Icône. Et voilà, donc tu vois, j'ai un CV qui fait 2 lignes. Parce que ce qui était assez fou, c'est que tu montes Icon, donc qui est une agence de communication et d'influence en 2008. 2008, Instagram n'existe pas encore. Non, c'est MySpace. MySpace. C'est MySpace, c'est les blogueurs. On parle pas de stories, on parle de flux RSS. On Ouais. parle pas de posts, on parle d'articles. On a vu arriver Tumblr après. Enfin, tu vois, c'est une autre génération. Mais, tu vois, je trouve que ce qui donne un peu de différence entre une agence qui existe un peu depuis toujours et des newcomers, c'est que les gens se posent souvent la question de qu'est-ce qui va changer l'an prochain? Qu'est-ce qui est nouveau? Nous, on regarde aussi qu'est-ce qui changera pas? Qu'est-ce qui existe depuis 10, 15, 20 ans? Et tu vois, on n'a jamais été une agence focalisée sur l'innovation des plateformes, des nouveaux formats. On n'est pas une agence focalisée sur la technique, on est une agence focalisée sur le storytelling et les personnalités, Mhm. parce qu'on a commencé à faire ça avant qu'Instagram existe. Comment toi, justement, tu as eu cette vision de te dire, il va y avoir une bascule, justement, que ce soit à l'époque sur MySpace, ensuite sur Instagram, sur YouTube. Quelle était cette vision, justement, pour créer Écoute, Icon? après mes études, je suis allé travailler chez L'Oréal et j'avais un stagiaire qui s'appelle Mathieu, qui avait un blog. Et il m'a ouvert à cet univers des blogueurs, tu vois, passionnés par la production de contenu, qui ont des abonnés, parce qu'à l'époque, on s'abonnait au blog par des flux RSS. Un jour, je vais prendre une glace à Châtelet avec sa copine et lui. Les gens reconnaissent sa copine, qui était une blogueuse également. Et c'est marrant parce que chez L'Oréal, on travaillait sur des plans médias, on achetait des bannières sur MSN, on faisait venir des journalistes au lancement de presse. Et j'ai senti qu'il y avait un rapport d'excitation, un rapport de confiance Mhm. qui était rafraîchissant. Et aujourd'hui, comment tu résumerais Icon, du coup? Une agence globale d'influence D'accord. pour les marques premium. Donc, tu travailles plutôt côté marque et tu vas chercher des créateurs selon tes briefs, ou tu représentes des créateurs et tu vas chercher des marques, ou c'est un peu les deux, ou comment tu te positionnes sur le... Alors, dans le groupe, parce qu'aujourd'hui on a plusieurs sociétés, Mhm. Icône représente les marques, D'accord. généralement au niveau global. Ensuite, on a une société sœur qui s'appelle Bold, qui fait de la représentation de talents, qui a une centaine de talents qu'on représente à travers le monde. Et puis, on a aussi une division de software qui s'appelle Campaign, qui fait de l'intermédiation pour aider les marques à s'équiper, à faire les choses en interne. L'ADN principal, c'est Icône, c'est la marque, c'est l'agence la plus puissante. Et on vient quand même d'une expertise conseil auprès des marques. Et alors, comment s'est fait justement un peu l'évolution d'Icon? C'est-à-dire qu'au départ, tu as une vision entrepreneur. Après, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il s'est passé des tas de choses avec Instagram, YouTube. Comment vous êtes arrivé à monter un groupe international aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, en chiffres, si je ne me trompe pas, vous êtes 300 collaborateurs. On parle de 150 millions d'euros de CA, ce qui est quand même juste fou pour Mm. une agence, bref, un groupe d'influence. Comment vous avez réussi justement, avec cette étape, à en créer un véritable groupe? Très vite, je me suis rendu compte que ce qu'on fait, c'est une version moderne des relations publiques et des relations presse. Donc, les marques qu'on a rencontrées au début, que ce soit des marques des modes, des marques de beauté, font venir plein de journalistes à des lancements de parfums, plein de journalistes à des défilés de mode. Tu as une structure globale, donc une directrice des relations presse monde, et après tu as des bureaux de presse locaux, parce qu'il y a des filiales. Donc Mhm. si je prends 2009, je crois, on commence à accompagner Chanel, et un peu après on a accompagné d'autres marques dans ce calibre-là.
Bon, bah, tu as 100 places sur le défilé, tu as des journalistes de tout le monde entier, et aucune marque ne fait les choses au niveau centralisé pour tous les pays. Et puis, il faut faire du multilocal. Donc, tout de suite, je me suis rendu compte que les gens qui aborderaient l'influence comme un métier local allaient être limités à ce qu'ils pouvaient proposer, à des petites campagnes, tu vois, de marketing local. Donc, très, très vite, je me suis dit, il faut qu'on ait une pensée globale, qu'on soit Mhm. capable d'accompagner les marques sur des stratégies globales. Mais tu ne peux pas penser des stratégies globales si tu n'as pas une expertise multilocale. Parce que l'influence en Chine, en Inde, en Arabie Saoudite, au Mexique, aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec l'influence en France, qui n'a rien à voir avec l'influence en Allemagne. Et donc, tu ne peux pas globaliser sans localiser. Donc, très très vite, je me suis dit, Icône n'est pas une agence, mais c'est un réseau. Et donc, très très vite, il va falloir trouver quelles sont les compétences qui sont standards et quelles sont les compétences qui sont locales. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans chaque pays, tu as des bureaux, c'est ça? Ouais, Qui vingtaine de bureaux. D'accord. Et comment ça s'est fait, du coup? Comment t'es arrivé justement enfin, pourquoi ces pays? Pourquoi pas d'autres? Enfin, comment justement, raconte-moi un peu Ouais. ce développement de ce groupe international aujourd'hui. Écoute, déjà, avant de regarder le développement d'Icône et comment il s'est fait, moi j'ai été très inspiré par le déploiement global de deux industries, de deux Mhm. marques, Formule 1 et Soho House, qui sont deux marques que j'aime en tant que consommateur et tout. Et je trouve ça intéressant parce que les villes où la Formule 1 se développe, les villes où Soho House ouvre des houses, c'est pas forcément les top capitales économiques. Tu vois, t'as pas de Formule 1 à New York. C'est des villes dans lesquelles il y a à la fois une clientèle luxe lifestyle, il y a un hub culturel, il y a des rencontres de culture, c'est des hubs de business en fait. Et donc on s'est posé la question, quelles sont les villes où il faut ouvrir, qui sont à la fois des villes dans lesquelles on va trouver des clients, Genève, on trouve des clients, des horlogers par exemple, et quelles sont les villes sur lesquelles on va rencontrer des communautés. On va trouver une crowd, si je peux me permettre. Tu Mhm. vois. Et on a mappé les villes où il faut être. Donc, il faut être à Shanghai, il faut être à Londres, évidemment. Mais tu vois, un peu à contre-pied de toutes les agences qui sont parties à Dubaï, nous, on est aussi partis à Abu Dhabi. À contre-pied des agences qui sont à Berlin, on est aussi à Munich. Tu vois, on n'est pas à New York, on n'est plus à New York. On est à Miami, on est à Las Vegas, on est dans d'autres villes. Et ce qui est hyper important, c'est de trouver tu vois, une espèce de chemistry culturelle. Et Et alors après, il y a des villes qui sont des énormes équipes. Tu vois, je crois qu'à Mumbai, ils sont 150 aujourd'hui. Il y a des villes où ils sont très peu. À Zurich, qu'on vient d'ouvrir, ils sont que 2. Donc chaque ville a un peu son potentiel et son modèle économique. Simplement, ils sont tous interconnectés sur un réseau mondial qui fait que si une marque tape à la porte d'un des bureaux, on est capable de la déployer de façon hyper horizontale. comment ça se passe justement? C'est donc L'Oréal vient te voir en te disant, voilà, nous on préfère travailler avec vous parce que vous êtes capable justement d'être un L'Oréal n'est peu dans le pas un monde. bon exemple parce que c'est un groupe mondial composé de plein de marques, etc. C'est intéressant ce qu'ils font, mais c'est Mhm. pas. Non, ce que je trouve peut-être plus intéressant, c'est je reviens sur l'exemple de la Formule 1. D'accord. C'est extrêmement intéressant. Tu as des Anglais qui développent un produit, la course de Formule 1 qui fait vendredi, samedi, dimanche, qui dure 50 minutes et tout, et qui se pose plein de questions différentes en fonction des géographies. Comment est-ce qu'on attire les Américains qui en fait préfèrent le basketball et NASCAR? Comment est-ce qu'on redynamise les jeunes en Europe? Comment est-ce qu'on fait un intérêt pour les Chinois? Comment est-ce qu'en Espagne, où on a deux courses, Madrid et Barcelone, on attrape le marché? C'est plein, plein, plein de questions qui sont plutôt ce que nos clients appellent plus du change of perception que de l'awareness. Les gens pensent que l'industrie de l'influence, c'est de générer des vues. Tu vois, moi, C'est vrai. je vois pas à quel moment tu peux être fier de dire j'ai fait 1 million, 1 milliard de vues. La vue n'a aucune valeur. Alors pour toi, c'est quoi une campagne réussie? C'est une campagne Pense. qui a changé une perception. Donc déjà, il faut qu'un client il soit capable de mesurer sa réputation, sa perception. Je te donne un exemple qui est hyper intéressant. On a un client qui est un grand croisiériste. Mhm. Il fait des bateaux de croisière, quoi. Mais la question qui se pose, c'est que vu qu'il y a une certaine méfiance à l'égard des bateaux, est-ce que ça pollue, est-ce que ça pollue pas, est-ce que ça abîme Venise, etc. Est-ce que pour ce client qui fait des campagnes, des vacances en ferry, est-ce qu'il faut communiquer au risque
d'augmenter la hate sur les social media, ou est-ce qu'il faut communiquer pour éduquer et faire comprendre aux gens qu'en fait c'est cool? C'est hyper intéressant. Parce que pour ce client, faire 10 milliards de vues, ça peut générer 10 milliards de gens qui prennent conscience que l'industrie est polluante, tout comme ça peut générer 5 millions de personnes qui vont changer de perception. Donc, dans notre industrie, les vues n'ont aucune valeur. Les engagements, c'est encore une autre forme de no value. Mais il faut trouver des clients qui s'interrogent et qui sont équipés avec des outils de listening, d'audit, de brand analysis sur leurs problèmes de perception, la compréhension locale qu'on a sur chaque marché, quels sont les triggers d'influence dans ces marchés et quelle est la capacité d'uplift, d'amélioration de ce problème de perception. Quand on a commencé à travailler pour la ville de Dubaï, Icône a ouvert à Dubaï à la demande du gouvernement pour qu'on aide la ville de Dubaï à augmenter son attractivité. En 2015, quand on a été recruté, le premier sujet, c'était on veut que les gens fassent une escale. C'était hyper intéressant. Les gens prennent Emirates Airlines pour aller en vacances à Bangkok. S'il vous plaît, donnez-leur la perception que faire un stopover de 24 heures, ça vaut le coup. Aujourd'hui, le sujet a complètement évolué. Évidemment, on va en vacances là-bas, parce qu'en Thaïlande. Et donc c'est pour ça que le métier aujourd'hui d'influence, et déjà, il est très mal compris, il est très mal vendu, il se commoditise. Et plus ça va, plus ça ressemble à du spam. Parce que c'est devenu facile de faire de l'influence, de la mauvaise influence. Tu vois, c'est facile, tu balances des produits, tu files 50 balles à des gens pour te faire un post et tout. Mais tu sais, quand l'email est arrivé, que le CRM est arrivé, en fait, vite, c'est devenu du spam. La newsletter, aujourd'hui, c'est du spam. Tu n'as plus envie d'ouvrir tes newsletters. Mais en fait, aujourd'hui, on risque d'arriver au moment où tu n'as plus envie d'ouvrir Instagram. Tu sais, moi, j'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok, j'ai pas LinkedIn. J'ai aucune app sur mon téléphone. Parce que je les ouvre, elles m'énervent. En ce moment, tu sais, il y a ce scandale américain qui fait que, de toute façon, c'est devenu un... Donc, faire de l'influence, et je ne dis pas qu'Icône est une agence d'influenceurs marketing. Icône est une agence d'influence. Parce que l'influence, tu peux la faire sans influenceurs. Les influenceurs, qui sont une catégorie de créateurs, de célébrités, etc., c'est un des moyens à notre disposition. Mais un de mes confrères est venu parler chez toi, et c'est marrant, ça m'a un peu énervé parce qu'il m'a dit « Ouais, nous on fait du celebrity marketing et on marche pas sur les plates-bandes de nos confrères qui font de l'influenceur. » Si j'étais là... les mecs, vous avez un problème d'ego en fait dans votre boîte. Parce que le client qui vient avec son besoin, il n'a pas un problème de célébrité ou un problème d'influenceur ou un problème de TikToker, un problème de UGC. Il a un problème de réputation. Il a un problème de vente. Il a un problème de créer de l'excitement. Donc, vendre la solution avant d'analyser le problème et le besoin, c'est une erreur totale. Donc, ça veut dire que toi, parfois, quand tu crées des campagnes pour des clients, tu ne mets pas toujours des influenceurs ou des créateurs. Pour toi, ça peut avoir J'ai eu une conversation brutale avec un client qui dépense des... Non, pas un prospect, un prospect. À qui j'ai dit très brutalement, plus vous ferez d'influence, plus vous aurez une mauvaise réputation. Et c'est un client qui pense qu'en engageant des influenceurs, ça va régler son problème de réputation. Et je lui ai dit un truc, vous devez trouver les gens qui influencent les influenceurs et vous devez créer quelque chose entre vous et eux. Je vais essayer de prendre un exemple que je pourrais donner. Moi, il y a une marque que j'aime bien en tant que client, c'est Devialet. Alors, la marque ne marche pas très bien, sans doute parce qu'elle est mal gérée ou tout ce que tu veux, mais c'est des beaux produits. Le prix aussi, non? Ouais. Est-ce que moi, j'irais acheter une enceinte Devialet à 1000 balles parce qu'un TikToker, machin et tout, il m'a fait une pop vidéo en disant « Ah ouais, t'as la clé de là. » Je suis là, genre. En fait, qui es-tu? Déjà, tu l'as pas acheté. Qui es-tu pour, Par contre, moi, ce qui m'a influencé sur Devialet, c'est le partenariat avec l'Opéra de Paris. J'ai confiance en l'Opéra de Paris. C'est une institution qui existe avant Devialet, qui existera sans doute après Devialet. Si l'Opéra de Paris a considéré que les anciens Devialet sont suffisamment de bonne facture pour qu'ils ouvrent un pop-up chez eux, qu'ils créent une collaboration ensemble, alors en termes de son, j'ai une perception positive. Et ensuite, quand j'ai vu Xavier Niel et Bernard Arnault investir dans la boîte, je me suis dit, les mecs, ils ont les moyens d'investir sur toutes les boîtes du monde, ils ont investi sur celle-là. C'est un autre élément de perception positive. Donc pour moi, les influenceurs de Devialet, c'est l'Opéra de Paris
et Bernard Arnault, qui ne sont pas des influenceurs. Une fois que tu as ça, une fois que tu as l'Opéra de Paris comme partenaire ou comme influenceur, tu peux aller chercher un deuxième layer d'influenceurs, qui peuvent être des musiciens, qui peuvent être d'autres institutions. Mais souvent, les agences et les marques pensent qu'il y a un lien direct entre elles et le créateur. Et c'est faux. Enfin, c'est faux, c'est un raccourci. J'avais vu, mais si je ne me trompe pas, justement le fondateur de Vialet qui était invité par Mathieu Stéphanie dans Get Do It pardon, qui était invité chez Mathieu Stéphanie dans Génération Do It Yourself, merci, et qui racontait que à un moment Jay-Z aussi avait un peu adoré la marque et que ça avait aussi un peu aidé à un peu la notoriété de ça. Mais c'est très intéressant justement ce que tu dis parce que effectivement aujourd'hui une marque peut très bien faire de l'influence sans faire appel à des créateurs de contenu comme on les connaît, je sais pas, comme Inoxtag ou d'autres, et plutôt à des organismes comme l'Opéra de Paris. Toi, tu travailles un peu dans cette thématique, c'est-à-dire que par exemple, on reprend l'exemple de Vialet. De Vialet vient te voir et il te dit voilà, aujourd'hui, je veux faire une campagne d'influence. Qu'est-ce que, par exemple, tu pourrais leur conseiller On a une destination touristique. Malheureusement, je ne peux pas faire du name dropping souvent parce que j'ai plein de... Mais on a un client... Chez Icône, on a environ un tiers de notre business qui est fait pour des clients qui ne sont pas des marques. Musées, gouvernements, etc. Et on a un client qui est une ville qui nous dit on est une ville walkable. On est vraiment une ville piétonne. Et on s'est intéressé en disant mais qui peut, en tant qu'influenceur, qui peut confirmer, démontrer, soutenir que vous êtes une walkable city? On est allé chercher une marque de chaussures. Mais une marque de chaussures, ça sortira dans peut-être 6 ou 9 mois. Et une fois que cette chaussure sera sortie en hommage à cette ville, alors on pourra la filer à des influenceurs et on pourra les emmener dans des balades, etc. Voilà. Alors déjà, ça prend 3 ans pour faire le projet. Mais surtout, ça te confronte à un tiers, une société qui a un sens critique qui fait que si ce que tu dis n'est pas vrai, ça ne marchera pas. Je te donne on va prendre un faux exemple, mais si Nike n'est pas d'accord, c'est que ton truc il est faux. Les gens ils savent de quoi ils parlent. Donc le problème de ce secteur de l'influence en marketing, c'est qu'il n'est pas suffisamment crédible. Tout le monde parle de problème de crédibilité. Qui es-tu pour, tu vois? Et donc on commence à voir arriver des techniques de rétablissement de la crédibilité, tu vois, dans l'industrie du skincare. Tu parlais de L'Oréal tout à l'heure. Les gens s'intéressent beaucoup aux medifluencers, ces influenceurs qui sont des médecins, tu vois. Dans le tourisme, tu commences à voir des influenceurs qui sont des hôtesses de l'air qui ont voyagé partout. Enfin, tu sais, en fait, tu as envie de suivre des gens qui ont une certaine crédibilité. Bien sûr. Et pour revenir un peu à Icône, donc pour un moment, avant d'arriver au niveau international, donc tu as fait partie d'un grand groupe média qui était chez TF1. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure chez TF1? Ouais. On a Icône est une société que j'espère ne jamais vendre, mais C'est rare. qui... Pardon? C'est rare. Parce que souvent les gens veulent C'est justement vendre. beaucoup moins rare qu'on le pense, parce qu'on parle beaucoup des exits comme si c'était le sacro-saint d'une société, mais en fait une belle société est une société qui est inachetable, quoi, tu vois. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a traversé plein d'étapes de croissance, et en fonction des différentes étapes de croissance qui ont été les nôtres, on a adapté l'actionnaire auquel on faisait appel. Donc quand on a lancé la société, on a eu des business angels qui venaient souvent des médias, des personnalités de la publicité qui ont investi dans la boîte. Puis on a voulu scale, on a fait rentrer un fonds de capital risque qui nous a appris à travailler la scalability de ce qu'on faisait, donc casser le modèle français et faire un modèle international. Ensuite, on a commencé à faire des millions et des millions, mais se poser la question de la discipline financière. On est rentré chez TF1, qui est un super actionnaire. On s'est rendu compte que voilà, le chemin devait s'arrêter parce que TF1 est une société française. Nous, on était une société mondiale. Et à partir de là, on a changé d'actionnaire. Et puis peut-être que demain, on rechangera d'actionnaire et que ça continuera. Mais c'est des étapes de croissance. Et donc aujourd'hui, tu es associé avec Mirror Paris pour créer One Group. Ouais. Est-ce que tu peux aussi nous en dire quelques mots? Oui. On se pose plein de questions sur le futur de ce que notre industrie nous réserve. Et plus ça va, plus on voit que les beaux projets d'influence, sont des projets qui mêlent des personnalités, une créateur, célébrité, influenceurs,
de l'événementiel et de la création. Création de contenu, création de films, etc. etc. Donc, notre stratégie, c'est de passer d'une entreprise d'influence à une entreprise qui va avoir 3 métiers: l'événement, la production et l'influence. Donc, l'influence, on la maîtrise avec Icône, avec Bol, avec Campaign. La production, on a fait cette association avec Mirror Mirror, qui est la crème de la crème du luxe, des productions publicitaires. Ils ont des clients comme, j'espère pas dire de bêtises, mais Chanel, Dior, Vuitton, Hermès, tu vois, Voilà, tous les plus grands. c'est tous les plus grands. Puis c'est des créations mondiales. Ils ont surtout une trentaine de photographes et réalisateurs signés. Donc, c'est une écurie d'artistes. Et dans les semaines qui viennent, mois qui viennent, on va annoncer une acquisition majeure dans le domaine de l'événement pour compléter un peu ça. Et pouvoir proposer à nos clients ce qu'on fait déjà. Mais enfin, reprends la Formule 1. Sur un beau week-end de Formule 1, on doit faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une course, sur une belle course. Ben, tu as toute une partie qui est faire venir des célébrités. On travaille sur la captation de contenu, pas que pour faire des stories, des machins, mais aussi les journalistes de presse. Comment est-ce qu'on travaille le gossip, comment est-ce qu'on travaille, tu vois, les médias traditionnels. Et ce qu'on veut aussi pouvoir ajouter, c'est la partie événement, production d'événements. Donc toi, en fait, l'idée à Et terme... One, c'est donc 3 des 5 lettres d'Icône. One, c'est donc ces 3 lettres, événement, production et influence. Et on veut pas créer une holding pyramidale avec, tu vois, on a d'ailleurs fait un logo qui est inspiré des galaxies avec des planètes qui tournent sur différentes orbites. Et la façon dont on conçoit le sujet, c'est que chacune de nos expertises est une planète qui a sa gravité, sa taille, sa puissance, etc. Et ce qu'on veut juste à un moment, c'est que les planètes s'alignent pour les besoins des clients de façon hyper chirurgicale et ad hoc. Et du coup, ce groupe qui va répondre du coup sur ces 3 verticales répond uniquement, ce qui est déjà énorme, aux demandes des marques, ou parfois, comme c'est le cas maintenant aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu ou d'influenceurs qui veulent créer leur événement, leur documentaire, enfin faire un peu autre chose que des deals de marque, ou c'est vraiment pour accompagner les marques, ou aussi un peu les créateurs. Là où on a envie d'exceller, c'est dans l'accompagnement des marques. D'accord. Et c'est déjà beaucoup de boulot. C'est sûr. Donc on a une division de talent management qui fait plein de choses avec les talents. Mais tu vois, dans cette... qu'est-ce qu'une boîte mondiale peut apporter? On peut plus apporter aux marques qu'aux créateurs qui sont souvent locaux, sauf être des giga célébrités. Mm-hmm. Et comment tu imagines, toi, donc là tu nous parles effectivement de la partie événementielle, comment tu vois à 5 ans l'évolution de One du coup, ou vers quoi tu aimerais l'amener plutôt? Alors, tu sais, c'est une question hyper difficile parce que je m'étais toujours fixé des objectifs en tant qu'entrepreneur de ce à quoi on voulait arriver, et on est arrivé à dépasser ce que j'espérais qu'on fasse. Là, aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment rentré dans un monde de réputation, plus que dans un monde d'influence et d'exposure. Et on veut devenir un acteur sérieux, créatif, global, pour accompagner les plus belles marques dans l'optimisation, l'amélioration, l'élargissement, la durabilité de leur réputation. J'aimerais aussi revenir sur un moment un peu fort de Icône, enfin fort d'Icône, pas de Icône, mais qui était un événement fort et qui a eu des répercussions sur Icône, c'était le confinement. Je crois qu'il y a eu un vrai changement avant et après. C'est une des plus belles années. Croissance. Est-ce que tu peux nous en parler du coup Est-ce que pour toi, du coup, le confinement, parce que moi, par exemple, j'ai travaillé chez TF1, et quand les marques en France ont fermé, tout le monde disait, bon, c'est bon, il ne se passe rien. Et en fait, il s'est avéré qu'on a eu beaucoup de demandes sur les animateurs du groupe, parce que c'était, pour les marques, le seul moyen de pouvoir communiquer rapidement avant les process classiques de passer par une agence média, trouver une créa, etc. Là, il fallait de l'immédiateté. Et donc, les influenceurs ont un peu eu un boom à ce niveau-là. Est-ce que... Ouais, il y a eu 2 choses. Il y a eu, c'est vrai que d'un point de vue de l'activité commerciale, il y a eu plein de demandes qui sont arrivées, mais ça a quand même été une année merdique sur le business. On peut dire la vérité, c'était pas, tu n'avais pas 100% de tes équipes qui étaient occupées. Non, ce qui était intéressant, c'est que créer Icône en 2008-2009, 10 ans après Covid, 2019-2020, ça faisait 10 ans que la boîte elle existait, et puis elle avait grandi, mais tu sais, comme un arbre qui pousse, sans qu'un jardinier vienne vraiment l'entretenir. Et puis là, on a élagué. Mais on a élagué très fort en disant si on s'est posé la question en disant, si on était en ce moment en train de créer Icône from scratch, qu'est-ce qu'on ferait? Donc on a lancé un très grand projet qui s'appelait l'Icône Reboot,
en disant on va tout casser, on va tout reconstruire et on a le temps. Est-ce que les formats de fichiers sont les bons? Est-ce que la pensée est la bonne? Est-ce que les templates sont les bons? Est-ce que la vision est... Tu vois, et on a tout cassé. Et dans ce projet de Icon Reboot, il y en a qui ont eu peur et qui sont partis. C'est normal, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté les boîtes pendant le Covid. Et puis il y a des gens qui ont stand-up, qui sont révélés avec des éléments de vision. Et on a beaucoup d'employés chez Icon qui sont là depuis longtemps, hein, 7, 8, 10 ans. Et ceux qui ont participé à ce travail de reboot, c'est des gens avec qui on a une relation très très forte parce qu'on a eu une approche hyper bottom-up dans la réflexion stratégique. C'était hyper intéressant. Je ne serais pas contre un nouveau Covid l'an prochain pour tout recasser, tout reconstruire. C'est vrai que ça a changé pas mal de choses. Quand tu as créé Icon en 2008, donc tu as été visionnaire sur ce secteur-là, comment tu perçois aujourd'hui la professionnalisation du secteur? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences, les annonceurs ont tous recruté des responsables d'influence. Comment tu perçois justement cette évolution aujourd'hui? Mainstream, commodity, spam. Parfois, j'ai envie de dire merdique. C'est devenu une commodité, en fait, ce métier de l'influence. Il y a tellement d'influenceurs et de marques qui veulent faire de l'influence, ça devient je reviens sur ce thème de raccourci, ça devient un raccourci. Et donc, quand un sujet devient mainstream, il faut trouver une façon d'exister qui ne l'est pas, parce que sinon, j'ai plein de confrères qui étaient là il y a 3 ans, qui ne sont plus là aujourd'hui, et des gens qui arrivent aujourd'hui qui ne seront plus là dans 3 ans. Ça devient une commodité. Parce que c'est vrai que moi, parfois, j'ai aussi des clients qui me demandent ça. Et ce qui est assez... En fait, excuse-moi, c'est une vraie erreur de penser que faire de l'influence, c'est de placer des produits sur des gens et de faire des stories en pensant que les gens qui vont les voir vont changer de perception sur le produit ou la marque. C'est complètement erroné. Moi, ce que je remarque quand même, c'est qu'il y a quand même peu de stratégie long terme. C'est-à-dire que souvent, les marques vont dire, tiens, j'ai un budget, je sais pas, de 10, 20 ou 100K, je vais activer 1, 2, 5, 10 talents pour faire des stories. Mais c'est toujours des stratégies à court terme. Je ne vois pas vraiment de stratégie à long terme pour construire une image. Comme quand demain, tout à l'heure, on parlait de L'Oréal. Souvent, L'Oréal prend des égéries pour travailler sur l'image, travailler sur les transferts de valeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de strates à court terme sur la partie influence. Alors, je dirais pas du tout que L'Oréal a une stratégie à court terme. Non, mais bon, L'Oréal, c'est un très gros sujet. Je parle en général, pas de L'Oréal. Ouais. Non, ce qui est vrai, c'est que il faut redonner de la place dans ces projets, dans ces organisations, aux gens qui faisaient de l'influence avant que l'influenceur marketing existe. Et l'industrie des célébrités, l'industrie des réalisateurs, des créateurs, faut pas que l'industrie de l'influenceur marketing prenne la grosse tête par rapport à ce que vraiment elle fait. Elle a apporté une innovation technologique, mais les influenceurs ont pris une place laissée vide par beaucoup de célébrités qui ne sont pas allées sur les réseaux sociaux au début. Donc, certes, une marque voulait contracter Leonardo DiCaprio. Prends ça, George Clooney. Égérie Nespresso depuis sans doute 15 ans. À un moment, George Clooney n'est pas sur Instagram. Mais George Clooney, il est formidable. C'est une égérie magnifique pour Nespresso. Et c'est une stratégie long terme, tu vois, avec différents épisodes. Mais à un moment, George n'étant pas sur Insta, il faut aller, tu vois, aller chercher des kits comme nous en disant est-ce que vous pouvez remplir ce trou en termes d'exposure. Sauf que, aujourd'hui, les célébrités sont présents aussi sur les réseaux sociaux. Donc, cette audience n'est pas suffisante. On voit aussi une montée. Et c'est pour ça que je reviens sur un de mes confrères français qui a séparé les célébrités et l'influence. C'est une anomalie. Alors, c'est vrai que souvent, quand une marque t'appelle pour avoir des célébrités, c'est souvent de l'humain. On va dire, tiens, j'ai un brief, je pense à tel ou tel créateur. Aujourd'hui, on voit beaucoup aussi l'évolution de la data. Donc, on a des boîtes comme Cold Square, par exemple, mais il y en a d'autres, où en fait, pour le coup, tu remplis un questionnaire et en fait, ça te pousse à un certain nombre de créateurs. Est-ce que pour toi, c'est une bonne solution d'arriver vers ce genre de data ou il faut ne pas trop en faire du coup? Tu réserves tes restaurants sur la base des prix et des avis Google? Moi, non. Tout à fait. Ah ouais, tu fais ça? Ouais. Non, moi, je dirais que tu valides ton choix, tu limites le risque d'erreur en utilisant des indicateurs qui sont ceux-là. Mais, je sais pas, évidemment, c'est hyper important d'utiliser des outils, etc. Mais les stratégies
uniquement orientées data emmènent vers des choses qui ressemblent à du spam. Parce que les gens veulent suivre des gens et on veut sentir qu'il y a quelque chose de spontané, d'authentique, de réel, de vrai. Et ça se voit en fait quand... J'ai un client horloger, une des plus belles marques horlogères du monde. Et on a essayé de lui démontrer à un moment qu'un de ses influenceurs n'était pas un bon influenceur d'un point de vue des statistiques. Et en fait, la marque nous dit, mais attendez, c'est quelqu'un qui est un client chez nous depuis 5 ans, qui a 4 montres, qui connaît notre marque, qui connaît le produit, qui est copain avec le CEO. C'est la bonne personne. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait été stupide, qu'en survalorisant la data, on avait omis quelque chose qui était fondamental, qui était le pouvoir de la relation. Et je reprends l'exemple de George Clooney. Si on sait, les gens savent, que George Clooney est copain, par exemple, avec Brad Pitt et Cindy Crawford, et que Kaia Gerber est la fille de Cindy Crawford. Et donc, en fait, demain, tu imagines un nouveau script publicitaire pour Nespresso, tu penses à ces gens parce que ça va faire écho à quelque chose de culturel. Mais la data ne te dira jamais que Kaia Gerber est pertinente pour Nespresso. Donc, faut utiliser la data et les outils, mais il ne faut pas placer l'engineering comme une réponse à notre métier. Oui, c'est vrai que le côté humain est toujours... Ouais, et c'est pour ça je regarde beaucoup ce que font mes confrères, et surtout je regarde quand mes confrères vendent, à qui ils vendent et comment ça se passe. Il y a une très jolie boîte américaine d'influence marketing qui s'appelle Influential, très jolie boîte. Je suis presque jaloux de leur succès, c'est une très très belle boîte. Et quand elle a été achetée par Publicis, j'ai trouvé que c'était top, que Publicis s'équipe en faisant l'acquisition d'Influential, mais j'ai été surpris, et j'avais fait un post LinkedIn qui m'avait valu des petites attaques par derrière des gens de Publicis, parce que j'avais dit que c'était absurde que Influential, agence d'influenceurs, soit placée chez Epsilon, agence de data du groupe Publicis, parce que c'est pas de la data. Et toi, aujourd'hui, quelle différence tu fais entre la partie célébrité et créateur? C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, les marques faisaient davantage appel à des célébrités, qu'aujourd'hui, on fait appel à des créateurs plutôt. Est-ce que tu penses que les créateurs vont prendre le relais sur les célébrités? Parce que c'est vrai que généralement, on dit les créateurs font vendre et les célébrités, c'est plutôt pour l'image. Ou tu penses qu'on va arriver un jour à un équilibre entre les deux selon les objectifs de la marque? C'est une question à laquelle je ne répondrai pas parce que c'est une question française. Quand tu vas en Corée, en Chine, on parle des KOL. Au Moyen-Orient, on va s'intéresser à l'influence de la famille royale. Mhm. Tu vois. En fait, c'est une vision très française. Tu vois, est-ce que je prends un acteur ou est-ce que je prends une célèbre, enfin un influenceur? Mais la réalité est beaucoup plus granulaire Compliqué. et segmentée que ça. Donc, C'est vrai qu'aujourd'hui, on a comme du mal à trouver, enfin, il y en a quelques-uns, mais d'avoir le profil qui arrive à la fois à travailler et ton image et sur les ventes. ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. On va dire l'ère de l'Instagram sur l'image versus l'ère de TikTok sur la performance a rendu obsolète quelques créateurs qui ont toujours méprisé leur taux de conversion. Et chez Bol, par exemple, vous travaillez avec uniquement des créateurs? Vous avez aussi des célébrités ou c'est un mixte au niveau On a les deux. les deux? En fait, Bol représente des personnalités qui font business de leurs réseaux sociaux. Donc ça peut être des célébrités, des TikTokers, ça peut être la Gen Z, comme ça peut être des influenceurs plus célèbres. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont quand même dans l'univers du lifestyle, de la mode, des fashion week. Ils sont dans le circuit du luxe. Et donc, toi, quand tu as créé en 2008 ICO, tu es passé par MySpace, on en passé les blogs, Instagram, YouTube, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Est-ce que tu penses que ça va révolutionner l'influence ou tu penses qu'il faut y aller avec modération? C'est quoi ta vision sur l'IA en tant que telle? Ma vision sur l'IA, déjà, c'est que les plateformes, je pense à TikTok, Instagram, etc., qui continueront d'accepter les contenus IA qui tendent vers de la misinformation ou excuse-moi, de la merde, vont vraiment perdre une partie de leur audience parce que je n'y crois pas. Je ne crois pas que les gens veulent consommer ce type de contenu. Et on a tous aimé aller voir Avatar au cinéma, mais après Avatar, on n'est pas rentré dans le monde où la science-fiction remplace les acteurs. Tu vois, donc déjà, est-ce qu'on va voir émerger des influenceurs en IA ou des influenceurs qui vont créer des contenus en IA? Moi, je suis hyper prudent sur ça.
Parce qu'on a quand même aujourd'hui quelques marques qui se lancent en créant vraiment des campagnes ou des contenus, soit Ouais. totalement ou soit en partie avec des créateurs sur l'IA. Ouais, mais comme on avait des marques qui sont lancées dans le métaverse, Oui, tu vois. ça peut être un succès. Et voilà. Non, mais l'IA évidemment est une vague technologique fondamentale qui va tout mettre à jour, mais elle ne va pas, à mon sens, je ne vois pas demain des marques inviter des influenceurs IA à participer à des événements dans le métaverse ou same kind of shit, tu vois, pour créer des contenus. Je vois pas ça, je vois pas ça arriver. Mais par contre, je te donne des exemples de problèmes qu'on a. On a des clients qui nous demandent de valider, d'analyser la réputation d'un influenceur. C'est hyper important ce sujet de la réputation. Est-ce que cette personne est safe pour ma marque? Ça veut dire qu'il faut analyser beaucoup de données. Il faut lire des milliers de posts pour savoir si la personne a pris des positions, si elle est sensitive, qui suit, avec qui elle engage. Enfin, est-ce qu'il y a un risque avec cette personne? L'IA est hyper importante pour nous, pour analyser ça. Et dans notre plateforme qui s'appelle Campaign, une plateforme d'influence marketing, on a plugué tous les outils d'OpenAI qu'on consomme pour que quand on fasse des vetting de talents, on soit capable de voir si cet influenceur est à risque ou pas. Et tu parlais de L'Oréal, c'est un sujet sur lequel ils sont hyper en pointe et depuis plus longtemps que les autres, sur si un influenceur de travailler avec eux, il est d'abord analysé par un spécialiste pour savoir s'il y a un risque de réputation. C'est vrai que tu joues beaucoup. On ne sait jamais ce que ça peut se passer. On a eu des cas effectivement très compliqués. Ouais. Comment tu vois l'évolution du marché de l'influence sur les 3-5 ans à venir? Parce que ça évolue tellement vite. Tu racontais tout à l'heure effectivement qu'il y avait des gens qui étaient là il y a 3 ans qui ne le sont plus, des gens qui sont là aujourd'hui qui ne sont plus là dans 3 ans. Mais en même temps, le marché se structure. On voit les budgets influence augmenter. Les gens mettent de plus en plus d'argent. On a eu le cas Lidl, par exemple, qui a annoncé il y a quelques semaines arrêter la télé pour aller à 100% sur le digital, et en partie aussi sur l'influence. C'est quoi ta vision sur les prochaines années à venir sur l'influence? Écoute, ça va continuer à grandir. Est-ce que ça va grossir? Je ne sais pas, mais ça va grandir. Ça va prendre en maturité, ça va prendre en importance. Les présidents vont regarder ce qui se passe, les équipes procurement vont regarder ce qui se passe, mais je pense surtout que ce qu'on va voir arriver, c'est dans le secteur des premium brands, qui est ce qui nous intéresse, c'est l'intégration des préoccupations de réputation plus que de la recherche à tout prix du nombre de vues et d'expositions. Et c'est donc une recherche d'efficacité, mais pas qu'une recherche d'efficacité sur des taux de conversion et des taux de clics, mais est-ce que ce qu'on fait, c'est bon pour la marque? Est-ce que ça améliore la perception que les gens ont de la marque? Et que les gens des marques, mais au sens, voilà, sur toutes les études que les marques font sur leur réputation, leur brand lift, leur perception, est-ce que ça a un impact là-dessus? Donc ce qu'on va faire va ressembler de plus en plus à des relations presse et relations publiques. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de marques qui vont rétablir le fait que la relation avec l'influenceur n'est pas qu'une transaction financière et qu'il n'y a pas que des stratégies de paid, il y a des stratégies qui sont non rémunérées parce que c'est nécessaire. Si une marque n'est pas attractive et doit rémunérer, on sait tout ce qu'on pense des gens qui n'ont des relations que par la rémunération. C'est pas ça, en fait, les relations. Donc, les marques vont aussi beaucoup s'intéresser sur qu'est-ce qu'elles ont à offrir aux créateurs, aux influenceurs, aux personnalités, qui permettent de créer des relations sans rémunération. Et tu vois, je parlais tu crois de à ça, Beyoncé. toi? Mais bien sûr, Beyoncé et Jay-Z n'ont pas été payés pour venir à la Formule 1. On ne les a pas payés, ça serait insultant de leur proposer de l'argent. Tu vois, c'est pas ça le sujet pour eux. Non, le sujet pour eux, c'est... je prends un autre exemple. On a un acteur qu'on fait venir souvent au Formule 1. Lui, ce qu'il veut, c'est passer dans l'écurie, passer un moment avec Lewis Hamilton. Il veut, enfin, tu vois, c'est pas... Là, on est plus dans la relation publique. J'avais eu cette discussion avec Bruno Maltor, qu'on avait reçu aussi dans le podcast, qui lui, effectivement, au départ, est influenceur voyage, créateur voyage. Au début, il était invité dans les 4 coins du monde en échange de contenu, etc. Et à un moment, il s'est dit, mais moi, il faut que je vive, donc il faut que je fasse payer mes prestations. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle beaucoup avec des agents qui en savent aussi beaucoup de sollicitations, de gracieux, en disant, tiens, je te donne, je sais pas, une poussette, un jeu, ce que tu veux, en échange d'eux. Mais en fait, si les créateurs n'ont que ça, au final, ils ne pourront plus en vivre, du coup, s'il n'y a que de l'échange. Bien sûr, mais dans ta semaine, tu travailles 5 jours pour être payé, et pendant 2 jours, tu fais d'autres trucs, tu vas au musée, tu pars en week-end, etc. Et en fait, c'est juste cet équilibre pour tout le monde de qu'est-ce qui est de la transaction et qu'est-ce qui est des choses qui ont du sens. Et on parle beaucoup de nano, de micro, de macro influenceurs.
Et il y a un terme qui vient aussi en ce moment un peu, qui devient tendance, c'est l'influence locale. Ouais. Écoute, moi j'ai toujours été mal à l'aise avec les nano-influenceurs. Je sais pas, c'est un truc, tu vois, ça m'a. Je voyais étiqueté, des fois je voyais des boîtes se lancer sur la nano-influence. Je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes influenceurs qui ont 5000 followers? Ou même C'est quoi UGC, alors. Pardon? Les UGC, c'est encore plus petit, mais Oui, c'est un autre sujet parce que sur le GC, on touche à la création de contenu et TikTok ayant vraiment changé la viralité des contenus, c'est un truc un peu différent. Non, tu sais, on a une agence, on a une très grosse équipe en Inde qui est répartie là sur plusieurs parties du sous-continent. J'ai été hyper impressionné par deux de nos clients, un qui est Unilever et l'autre qui est Samsung, qui sont des très gros clients de l'agence là-bas, qui ont une réflexion sur l'affinité entre la ville de l'influenceur et le, le postcode. En fait, ils veulent avoir un influenceur dans chaque code postal. C'est comme si tu disais, moi, prends ton exemple de Lidl, c'est intéressant, je veux un influenceur dans chaque canton, dans chaque ville où j'ai un point de vente. Et en fait, cet influenceur, qu'il ait 1000 followers ou 10 000 followers, peu importe, tant que son audience, elle est locale, elle est en zone de chalandise. Et ça, je trouve ça hyper intéressant pour juste changer l'angle sur le débat sur la nano. Je veux dire, quelqu'un qui a 5000 followers, s'il en a un dans chaque ville du monde, il touche personne. Par contre, s'il en a 5000 dans une ville de 50 000 influenceurs, quelqu'un qui a 5000 followers à Versailles, il est influenceur sur un restaurant qui vient d'ouvrir là-bas. Tu vois, quelqu'un qui a 6000 followers dans le 9e arrondissement, il est influenceur sur un commerce de proximité. Donc cette notion de proximité est hyper intéressante, je trouve. Ouais. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais je me retrouve souvent sur Facebook. Mhm. Je vois, moi, par exemple, j'habite à Rueil-Malmaison, et il y a parfois des groupes, je sais pas, Le Bon Coin, Rueil-Malmaison, Bien Reveil. sûr. Et du coup, ça permet effectivement, pour le coup, d'avoir des infos locales sur, je sais pas, tel magasin, tel truc. Avec un engagement très fort. Exactement. Ah ouais. Mais revenons, pour ceux qui ont plus de 20 ans et qui nous regardent et qui nous écoutent, au monde pré-réseaux sociaux. Les marques faisaient des spots télé pour toucher tout le monde. Elles faisaient de l'affichage pour toucher certaines rues et on déposait dans les boîtes de lettres pour certains Pour foyers. Et tu vois, c'était pas le flyer ou le courrier, c'était pas de la nano-influence, c'est de la publicité de proximité. Mais les budgets étaient comparables à de la télé. C'est juste qu'il faut s'intéresser à différentes zones de chalandise. Hein. Moi, j'ai pas trop aimé les pyramides d'influence, tu sais, là, les macro, micro, machin. Non, je trouve que c'est plutôt intéressant de s'intéresser à la densité, et à la zone de chalandise. Et c'est vrai que nous, chez TF1, quand j'ai travaillé, on faisait beaucoup d'événements aussi pour des marques. Et un jour, on a eu un cas d'école assez drôle, c'est qu'en fait, c'était pour des supermarchés qui sont très connus, représentés par quelqu'un de connu aussi, voulaient passer du prospectus au digital. Et en fait, l'exercice de la convention était de convaincre, je sais plus, il y avait 2 ou 3 000 patrons qui étaient là, de magasins, en disant, bah voilà, ce que vous avez, ça marche, avec le prospectus, ça marche, mais le digital, ce sera encore mieux. Sur quelque chose qui était encore très subjectif pour eux, mais bon, en tout cas, ça marchait. On a un très beau client qui est une marque automobile de luxe allemande qu'on accompagne sur la France et qui nous demande comment est-ce qu'on peut les aider sur les concessions. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant et extrêmement complémentaire parce que après faire rêver sur le lancement d'une voiture, il faut projeter sur l'expérience en concession. Et c'est pas que de l'expérience, c'est pas que de l'influence de proximité, c'est travailler sur le funnel. Et j'ai une dernière question à te poser sur l'évolution du rôle des créateurs, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Est-ce que pour toi, ce sont des gens qu'on active juste pour un besoin, ou ça peut devenir à terme des véritables partenaires de la marque? Bah, si tu veux, il y a autant de stratégies qu'il y a de besoins de marque. Je reviendrai, je dirais juste, en fait, si on est dans une démarche transactionnelle, il faut l'assumer. Si on est dans une démarche relationnelle, il faut l'assumer. Et quand des marques disent « Ah oui, mais cet influenceur, en fait, il a parlé de nous et après, il a parlé des autres. » Mais oui, mais en fait, c'est quoi votre transaction avec lui? C'est une transaction sur 24 heures ou c'est une transaction sur un an? Ah oui, c'est vrai, on n'est pas dans une relation de partenariat, etc. En fait, si tu veux, c'est comme tes potes, quoi. Je veux dire, si tu les appelles jamais et juste quand tu as un problème, tu les appelles, c'est pas une relation. Tu vois. Et toutes les marques sont pas capables, par leur marque, hein, pas pour leurs compétences de leurs équipes, de faire ce sujet. Cela dit, je pense qu'il faut quand même intégrer que il faut rafraîchir les choses, il faut renouveler, il ne faut pas prendre les mêmes influenceurs pendant des années. Il faut utiliser cette communauté, ce média comme un instrument d'innovation, de rafraîchissement et d'engager les gens sur des durées courtes.
Si face à toi, tu avais Olivier Billon, il y a 18 ans, quel conseil tu pourrais lui donner ou tu lui donnerais? Je lui dirais juste, contre toute attente, tu seras encore là dans 18 ans. Donc prends ton temps. Merci Olivier pour cet échange, c'était très intéressant de Merci. mieux connaître Icon et d'avoir un peu ton expertise sur ce sujet. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci.